à cette profession et comment les huissiers peuvent vous aider ou pas au quotidien. Je vais peut-être commencer avec vous, Monsieur Baumier. Racontez-nous un petit peu en quoi consiste la fédération que vous dirigez, quel est son rôle, quel est son quotidien, et puis en quoi elle a des liens ou pas avec les huissiers de justice. Alors, la fédération des ESH est une fédération de bailleurs sociaux. C'est la deuxième fédération à côté de celle des offices publics de l'habitat. Pour dresser le panorama, on représente aujourd'hui, au moins officiellement, parce que le nombre est en train de diminuer depuis la loi Elan, 240 sociétés. C'est plus de 5 millions de personnes logées, 2,3 millions de logements. Donc c'est un acteur très conséquent du monde de l'habitat. Comme l'est de manière plus générale le monde des bailleurs sociaux. Alors, pourquoi s'est-on intéressé à la profession de huissier? Comment s'est-on rapproché? Je pense que pour ceux qui sont dans la salle, vous avez peut-être dû voir passer ce petit guide que nous avons rédigé avec l'Union, qui a été produit l'année dernière. Eh bien, tout simplement parce qu'on est parti d'un constat commun que dans le cadre de la gestion du loyer ou plus largement, on avait des problèmes de perception. Et que quand on associait la notion de bailleur à celle de huissier, eh bien, il y avait tous les ingrédients pour faire un cocktail relativement explosif. Et c'était un peu vite oublié qu'en réalité, il y avait dans bailleur le mot social et dans huissier, il y avait aussi justice. Et c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché pour engager ce travail et rappeler à l'ensemble de nos partenaires et aussi à l'opinion qu'on était des professions qui étaient investies d'une mission d'intérêt général et sur laquelle on souhaitait insister. Cette mission d'intérêt général, que ce soit du côté bailleur ou côté huissier, eh bien on la rencontre évidemment quand il s'agit de la question des loyers, mais on peut la rencontrer dans un certain nombre d'autres volets de la vie, que ce soit les travaux, que ce soit aussi les incivilités. Et ce petit guide, il a eu pour objet de dresser un peu un panorama, un panégyrique de l'ensemble des actions sur lesquelles on se rencontrait et sur lesquelles on pouvait discuter pour essayer de faire ressortir ce qu'on appelle aujourd'hui les bonnes pratiques. Mm-hmm. Voilà pour la présentation générale. Peut-être qu'on revient après sur les différents points. Je ne sais pas comment vous souhaitez organiser sur le quotidien de la fédération et de son rayon d'action. Alors, nous, en tant que fédération, on est une fédération professionnelle, c'est-à-dire qu'on est déjà un corps intermédiaire, comme peut l'être l'Union. Et en tant que fédération, on a des leviers d'initiative. Ces leviers, bien sûr, nous on a des leviers qui sont propres. On a investi, par exemple, dans des fonds d'innovation, que ce soit technique ou social. Par exemple, je pense au fonds d'innovation sociale qui intervient sur des projets de rencontres ou de médiation avec les locataires, où on essaye de faire de la prévention des impayés. Et c'est un exemple d'action dans lequel on est amené à se rencontrer. Des actions où on se rencontre beaucoup plus directement, ça sera, et comme ça peut l'être à travers le guide, ce sont des actions de formation. Parce qu'on est amené à échanger sur les bonnes pratiques, sur la connaissance des procédures, afin de favoriser tout ce qui peut être amiable, favoriser les solutions qui résultent d'un échange, d'un dialogue avec les personnes qui sont en difficulté. Parce que souvent, la difficulté, quand les personnes sont dans une situation de précarité, elles ont peur des solutions coercitives et l'objectif n'est pas forcément d'aller tout de suite dans la coercition. Mais la précarité appelle la proximité, appelle à aller vers le locataire pour se rendre compte de ses difficultés, pour écouter ses problèmes et peut-être diagnostiquer plus finement les réponses à apporter. Et c'est sur ces points-là sur lesquels, bailleurs comme huissiers, on représente des professions qui peuvent se rendre utiles et qui doivent explorer l'ensemble des points sur lesquels on est amené à se rencontrer. Est-ce que justement, ceux vers lesquels vous allez, qui ne viennent pas vers vous spontanément pour différentes bonnes et mauvaises raisons, vous accueillent et reçoivent cette démarche de façon positive? Bien évidemment, quand on parle de prévention, quand on parle d'échange, de dialogue amiable, de recouvrement amiable, les gens revoient la lumière, celle qu'ils ne voient plus forcément quand ils traversent des épreuves. Parce qu'on sait très bien que les difficultés de paiement, elles surviennent parce que la personne fait face à des accidents de la vie, des accidents de parcours. Et c'est là que la mission d'intérêt public, la mission d'intérêt général que poursuivent chacune de nos professions, doit s'exprimer pleinement.
Sonia Pinault, vous représentez l'association Elle s'imagine, qui est une association, mais vous allez nous la présenter, dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Le lien n'est pas forcément évident, immédiat, entre votre action et celle des huissiers de justice. Pourtant, vous avez besoin des huissiers de justice. On parlait de constat tout à l'heure. Le constat d'huissier, il peut être très, très décisif pour vous. Beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci vraiment pour cette invitation. Moi, je vois ma présence ici comme le début de quelque chose. J'ai eu la chance hier de dîner avec nombre d'entre vous, de rencontrer des professionnels, des personnes, des humains très engagés. Et je suis vraiment touchée, un petit peu émue là, de témoigner auprès de vous parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à construire ensemble. Donc, je suis Sonia Pinault, cofondatrice de l'association Elles Imaginent et psychologue clinicienne. Toute la partie juridique que moi je peux vous présenter, en fait, c'est du terrain, c'est pas de la théorie, c'est la loi telle qu'elle est appliquée aujourd'hui et pas telle qu'elle a été écrite. Je pense qu'on va avoir le temps de le voir ensemble et de le dérouler de manière un peu plus longue et plus approfondie en atelier cet après-midi. L'association existe depuis 10 ans aujourd'hui. On appartient à la Fédération nationale Solidarité Femmes qui gère la plateforme du 3919, le numéro national d'écoute pour les femmes victimes de violences. Mon travail essentiellement au sein de l'association et avec nombre de bénévoles et quelques professionnels est d'accompagner les femmes sur le plan juridique, psychologique et social dans le cadre de violences conjugales. Violences conjugales, rapidement, vous savez ce que c'est, vous rencontrez ce genre de dossier certainement pour vous. Important pour nous de repréciser qu'on parle de violences conjugales lorsque un conjoint, toujours le même, pose des actes de violence dans le but d'asseoir sa domination, d'obtenir satisfaction sur la victime. Et à l'inverse, la victime, elle, va souvent tenter d'éviter le conflit, anticiper les besoins de l'auteur de violence au point d'oublier ses propres besoins. Quelques chiffres. Une femme sur 10 aujourd'hui est victime de violences conjugales. Vous savez qu'il y a un décompte actuel des féminicides. Donc, en somme, autour de 130 femmes décèdent par an en France de violences conjugales. C'est un chiffre qui reste malheureusement stable, qui passe de 120 à 130 en fonction des années. Ça n'a pas trop bougé depuis 2010 et la loi sur l'ordonnance de protection que j'aimerais avoir le temps de vous présenter. Une statistique importante du Conseil de l'Europe. En Europe, entre 16 et 44 ans, la principale cause de mortalité des femmes en Europe sont les violences conjugales, devant les accidents de la route et le cancer. Ça veut dire que quand les hommes jeunes, entre 16 et 44 ans, décèdent des cancers de la route, des accidents de la route. C'est des cancers et des accidents de la route, les femmes, elles, décèdent de violences interpersonnelles, du coup, sous leur conjoint. Cette statistique est mise en rapport à l'échelle mondiale quand on parle de violences domestiques, donc du coup de violences des frères, pères, dans le monde entier. C'est à peu près pareil, c'est de 15 à 44 ans. C'est un constat qui est alarmant, c'est ce qui fait que quand on parle de violences conjugales faites aux femmes, on est dans une dimension sociétale, systémique, et c'est pour ça que des associations existent et font la part que l'État, aujourd'hui, ne fait pas. Les associations sont malheureusement peu financées. Ça, c'est toute une part importante. Je pense que vous connaissez aussi ces difficultés. Sonia, je vous interromps une demi-seconde parce qu'on parle beaucoup sur ce sujet-là, effectivement, des femmes qui sont tuées. Évidemment, c'est la situation la plus paroxystique et la plus déplorable. Il faut préciser, et je pense que vous travaillez aussi sur ce sujet-là, qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont victimes, qui sont tués aussi, notamment au moment des séparations. Et puis, le nombre qui est très nébuleux et qui est très difficile à évaluer, c'est le nombre de femmes grièvement blessées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, parce que parfois ce sont des ex-conjoints qui s'adonnent à ces violences, et qui a un chiffre qu'on ne communique jamais, mais qui, quand je dis grièvement blessées, c'est des femmes qui se retrouvent en fauteuil roulant, c'est des femmes qui sont grièvement brûlées et défigurées, c'est des femmes qui reçoivent des coups de couteau dans le ventre et qui ont les organes internes perforés, etc. Donc c'est vraiment des
elles ne meurent pas, elles ne décèdent pas, mais elles sont victimes de violences extrêmement graves. Exactement. Et massives. On peut compter en gros 225 000 femmes victimes de violences. Et souvent, ce sont des statistiques qui sont liées aux violences physiques et sexuelles. Donc on ne compte pas tout ce qui est l'aspect psychologique avec des taux de suicide qui sont aussi extrêmement présents et effectivement tous les impacts sur les enfants. J'aimerais vraiment vous parler de l'ordonnance de protection, qui est un dispositif qui a été mis en place donc en 2010 à partir d'un travail avec les associations déjà à l'époque et sur le modèle espagnol. L'ordonnance de protection existe en Espagne depuis 2004. L'ordonnance de protection permet aux victimes de violences dans le couple de saisir directement le juge aux affaires familiales sans avoir nécessairement à déposer plainte. C'était toute la demande de la mise en place de l'ordonnance de protection. Pareil, dans l'atelier, je pourrais peut-être vous décrire un peu plus le mécanisme d'emprise et qu'est-ce qui fait que les femmes ne peuvent pas si facilement que ça déposer plainte contre leur mari, père de leurs enfants, l'homme avec qui elles habitent. Vous connaissez peut-être un peu tout ça. L'ordonnance de protection devrait permettre justement aux femmes de saisir directement le juge aux affaires familiales, peut-être grâce à un constat d'huissier, avec des SMS abusifs, des menaces de mort, enfin ce genre de choses. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, aucun avocat ne tentera de plaider une ordonnance de protection s'il n'y a pas eu dépôt de plainte. Donc on est complètement en contradiction avec la création de l'ordonnance de protection. Au-delà de ça, donc ça veut dire que finalement, les femmes qui ne souhaitent pas déposer plainte ne peuvent pas demander à être protégées. Et vous savez très bien qu'en commissariat, ce n'est pas la même dynamique que demander à être protégée et accusée. Donc il y a tout ce travail-là qui est à faire, et là je pense que vous pouvez être des acteurs essentiels justement. Nous, à l'association, on essaye d'accompagner les femmes en fonction de leur temporalité. Bien sûr qu'on essaye de travailler une plainte à un moment donné. Si on est en danger, il faut pouvoir saisir le commissariat. Mais ce n'est pas toujours facile, il y a les questions de formation, il y a ce genre de choses. La deuxième chose au niveau de l'ordonnance de protection, c'est les disparités de son utilisation. Elle existe depuis 2010, elle a été réécrite en 2014, elle a été étendue donc, au concubinage et la durée était au préalable de 4 mois et maintenant c'est 6 mois renouvelables une fois. Les mesures de l'ordonnance de protection, vous le connaissez peut-être, ça donne au JAF donc, ses pouvoirs déjà présents, mais de manière plus rapide. Donc il peut acter sur la garde, la conservation du domicile, la pension alimentaire, mais il a aussi des pouvoirs dits pénaux, qui vont être éviction du conjoint du domicile et également des mesures d'éloignement, interdiction de port d'armes, ce genre de choses. Les JAF ça a été très compliqué pour eux de recevoir ces pouvoirs apparemment et ont mis beaucoup de temps à pouvoir le mettre en place. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est des disparités, par exemple, un peu en Île-de-France et sur Paris et dans les provinces. Donc finalement, en fonction de où vous êtes, de quel département vous appartenez, du JAF que vous rencontrez, qui soit plus ou moins formé, vous n'allez pas être jugé de la même manière. La loi est très bien écrite, mais elle n'est pas appliquée. Par exemple, le modèle espagnol donc, est mis en place depuis 2004, en France depuis 2010, 6 ans d'écart. Je vous donne les statistiques de 2015. 36 292 ordonnances de protection ont été demandées en Espagne en 2015. 22 543 ont été délivrées. Les chiffres en France, en 2015 également, 2481 demandes et 1303 ordonnances de protection délivrées. On est en retard. C'est 17 fois moins que les sollicitations espagnoles. Et ça, vous l'expliquez... Enfin, j'ai bien compris en quoi la loi française est bien écrite et pas forcément appliquée, mais en quoi la loi espagnole est mieux écrite et mieux appliquée. Qu'est-ce qui fait que ça marche mieux en Espagne? Alors, il y a peut-être une question de proportion qui diffère, mais là, on voit bien dans les chiffres que vous donnez, même si on ne compare pas le nombre de demandes formulées en France et le nombre de demandes formulées en Espagne, au moins on peut comparer le nombre d'ordonnances délivrées. Et on est à peine à 50% en France quand on est à plus de 70% en Espagne. J'aurais juste quelques éléments de réponse parce que je n'ai pas toutes les données. Mais par exemple, en Espagne, il y a un système plutôt de tribunal de la violence. Aujourd'hui, en France, vous allez avoir la partie divorce, la partie pénale. Parfois, s'ils ont travaillé ensemble, vous allez avoir du tribunal administratif. Et tout ça est traité de manière individuelle, épuise la justice, épuise les contribuables, ça épuise tout le monde.
en Espagne et aussi au Canada sont des modèles où on essaye de mettre en place un peu un tribunal de la justice, où on essaye de traiter ces dossiers-là une seule fois et ensemble. Ça veut dire que la garde, on va pouvoir statuer en fonction de l'avancée de la plainte. Sauf qu'aujourd'hui, au niveau des plaintes, les délais sont tellement longs, souvent, la garde va être statuée et 2 ans plus tard, la plainte est arrivée et du coup, il faut ressaisir le JAF avec les éléments du père qui a été violent et qui, du coup, peut-être ferait mieux de voir ses enfants lui médiatiser, sauf que finalement, il les voit depuis 2 ans, donc voilà. L'autre chose aussi, c'est un peu l'image. Je sais qu'en Espagne, il y a eu un gros travail de fait qui commence un petit peu maintenant en France. C'est que justement, quand on entend qu'une femme est décédée, voilà, le terme de féminicide qui apparaît aujourd'hui. En Espagne, ça fait très longtemps que les journalistes, qu'on a demandé aux journalistes de communiquer sur les violences en fait de société. Aujourd'hui, en France, quand vous entendez parler d'un meurtre de femme, d'enfant, on parle d'un fait divers, comme si finalement c'était juste un fou quelque part qui ponctuellement avait tué sa femme. Donc on ne rentre pas dans la dimension sociétale et systémique, et du coup ce n'est pas traité de la même manière. Et alors, je peux vous dire à titre personnel que j'ai été vouée aux gémonies il y a 10 ans quand je parlais de féminicide, parce qu'à l'époque personne n'utilisait ce mot-là, et effectivement on pensait que c'était un peu exagéré d'utiliser un terme comme celui-là. Je suis donc ravie de voir qu'il rentre dans le langage commun de mes ex-confrères et consoeurs aujourd'hui. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un gros problème de perception et de formation, à la fois donc, de la presse, mais elle n'est pas là aujourd'hui, mais du personnel judiciaire, de toutes ces personnes qui sont à toutes les étapes, que ce soit le dépôt de plainte, que ce soit la saisie d'un juge, que ce soit après le juge aux affaires familiales, etc. Et donc, l'huissier qui va intervenir à un moment ou un autre. Il n'y a pas un problème de formation et de perception. Vous parliez à l'instant du traitement journalistique. On voit encore, un peu moins, mais on voit encore trop, et surtout dans la presse quotidienne régionale, crimes passionnels, crimes de la jalousie, etc., etc. Alors que voilà, il s'agit de meurtre, voire parfois d'assassinat. Exactement. Quand on parle du couple, finalement, on a tous des représentations. Par exemple, quand on va parler de la parentalité, certains ne sont pas parents, n'ont pas forcément de représentation. Le couple, c'est quelque chose qu'on va tous vivre. Donc, on va tous être avec quelque chose qui fait écho en nous. Il y a quelque chose qui va se jouer. Donc, finalement, si déjà, les premiers mouvements vont être des jugements assez personnels. Donc si en plus de ça, on n'a pas de formation sur le contexte, on va apporter des réponses finalement trop personnelles et pas avoir la bonne attitude. Par rapport à la formation, les JAF sont trop peu formés. Il y a aujourd'hui un ancien magistrat, une psychiatre qui sont en train de former un petit peu de plus en plus. Mais c'est des choses qui sont souvent à la demande des écoles, à la demande des universités. Pour en revenir un petit peu à votre corps de métier, je pense qu'il faut absolument qu'on soit en contact. J'ai entendu hier soir des personnes qui avaient des analyses sur et une expertise du social plus aboutie que les avocats. Aujourd'hui, à l'association, j'ai 7 avocates qui viennent faire des permanences. Et du coup, elles sont formées parce qu'elles reçoivent les femmes, parce qu'on échange ensemble, parce que moi, en tant que psychologue, je peux faire des attestations qui vont leur servir. Et je pense effectivement qu'il faut qu'on puisse travailler beaucoup plus en lien. Je donne des pistes. À Paris, on a des réseaux d'aide aux victimes. Si quelques-uns d'entre vous peuvent appartenir à ces réseaux et qu'on puisse travailler en France, je sais qu'il y a la question aussi de pouvoir financer ces actes-là. J'ai entendu, et à la Fédération, il y a cette association de femmes des huissiers de France qui propose des actes gratuits. C'est intéressant. Je sais que la sollicitation, c'est de vous demander de travailler gratuitement, c'est pas nécessairement la solution. À la Fondation des femmes, aussi à Paris, il y a un gros partenariat qui s'est mis en place. Elles font en sorte, en tant que fondation, d'obtenir de l'argent, et elles ont mis en place un projet qui permet de financer, elles, les avocats, avec les fonds, et de pouvoir ensuite, les avocats vont accompagner gratuitement les victimes. Pourquoi pas faire ce genre de choses pour des actes aussi. Il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place, mais pour ça, effectivement, il faut qu'on s'en rende compte, qu'on se connaisse. Moi, hier, j'ai discuté avec des personnes qui me faisaient comprendre que, par exemple, une demanderesse, il fallait qu'elle soit précise dans sa demande. Et ça, si je le sais, je vais travailler avec elle pour qu'elle le fasse. Il faut absolument qu'on soit en lien, qu'on puisse travailler ensemble. C'est essentiel.
Alors, il y a un petit peu d'agitation de ce côté de la salle. Je voudrais dire, messieurs, que vous êtes concernés aussi. Ce n'est pas qu'une question de bonnes femmes. C'est une question qui concerne les messieurs et les dames, et les huissiers, les huissières. Je ne sais pas si on dit huissières. En tout cas, il y a une réverbération en fait, de vos conversations sur scène, et finalement, on ne s'entend presque plus parler. Donc, merci de nous accorder un tout petit peu d'attention. Je sais que c'est important... le micro va peut-être circuler dans la salle, mais Patrice Gras, je m'adresse à vous, à toi directement, parce que je sais que cette dimension du rôle de l'huissier dans le constat, je vais vous prendre ce micro-là, dans le constat de violence ou de menace à l'égard des femmes, elle est particulièrement importante pour toi. Oui, et nous sommes intervenus parce que je pense que notre ordre professionnel, aidé des 2 syndicats et de l'Association des femmes, on doit tous faire corps et unicité. C'est un sujet transversal dans la société et tout le monde doit prendre conscience. Simplement, je pense que notre métier, notre implantation, notre côté social, on a pour habitude d'exercer en milieu hostile assez souvent. On peut permettre un dépôt de plainte, on peut faciliter une constatation, on peut aider, on peut écouter. Rien que cela, là où des femmes sont isolées, je crois qu'on a notre rôle à jouer. Et si on joue ce rôle-là, certains, vu votre intervention et les petites discussions qui existent, on peut dire oui, mais c'est pas très grave, ça nous concerne pas, c'est pas notre job, c'est pas une expulsion, c'est pas une saisie, c'est pas. Non, on est juste implanté et on parle aujourd'hui. Les sujets qui sont là, c'est l'huissier de justice, acteur économique des territoires, mais également garant de ce lien social. Si on n'est pas capable, nous, d'apporter, alors que on nous calcule absolument pas dans les associations et dans le reste, et c'est bien que vous soyez là, que vous ayez échangé. On parle des avocats, on parle des assistantes sociales, on parle, pour la plupart, inefficaces, j'ose le dire. Voilà, donc, effectivement, ça ne va pas doubler, multiplier notre chiffre d'affaires, mais ce n'est pas le souci. On fait déjà suffisamment d'actes gratuits dans les tribunaux, dedans, où on n'est pas forcément remercié. Là, je pense qu'on peut avoir une véritable utilité. Et sur le sujet d'après, la discussion avec Jean-Louis Borloo, où j'essayais de lui faire comprendre qu'on était parfois mal perçu, voilà, et qu'on avait un manque. Mais il me dit, mais ça vous appartient à vous. Je dis, mais vous savez, chez nous, on a énormément de femmes. Il me dit, on le sait où et on le sait quand. Quand est-ce que vous avez communiqué sur effectivement la présence des femmes dans votre profession, sur 60% de diplômés, sur 40% qui exercent? Ça, c'est très important. Voilà, donc je voulais vraiment qu'il y ait cela. Nous avons fait un communiqué commun parce qu'en fait, quand Emmanuel Macron est arrivé au site de votre association, il avait un gendarme, donc il écoutait la réponse d'un gendarme au téléphone, il était derrière, et le gendarme répondait « Ah non, je ne peux pas intervenir parce que je n'ai pas d'huissier avec moi ». Donc on était directement concernés, d'où l'appel, et Christine, Patrick Sanino, l'ensemble des membres du bureau et des associations concernées, nous avons fait une intervention dedans, un communiqué qui doit ne pas rester au stade de communiqué, et on doit travailler ensemble sur ce problème-là. Voilà, c'est un sujet important de société. Effectivement, les accidents de la route, on est tous là aujourd'hui. On ne peut pas considérer qu'avoir 120 ou 130 morts comme ça, c'est tolérable. Et puis tous les dégâts collatéraux qui peuvent exister, les traumatismes profonds. Et nous, voilà, je voulais vraiment qu'il y ait cette... et on peut directement le lier également au problème du logement social, parce qu'on s'aperçoit aussi, alors là, pour le coup, ça concerne toutes les couches de société, mais on y est aussi confronté en matière de logement. Donc il y a une question de travail en commun. Là, effectivement, on parlait de personnes en situation de précarité ou précarisées par les accidents de la vie. On parle des violences intrafamiliales, intraconjugales et intrafamiliales, puisque vous parliez tout à l'heure du frère, du père. C'est pas toujours le compagnon qui est le violent dans l'affaire. Il y a une question de travail en commun qui doit, selon vous, se mettre en place. Oui, et ça je pense que c'est à notre instance ordinale de le mettre en œuvre et d'avoir de nous solliciter, parce que ça sera, avec votre association, ça sera piloté, et il y a beaucoup plus de chances que ce soit redescendu dans le cadre des chambres régionales et départementales, pour qu'on ait une communication, que l'ensemble des confrères soient avertis, et d'avoir un petit memento de ce que l'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'on peut apporter, de ce que l'on peut relayer. Mais il est tout à fait anormal de voir des gens qui arrivent à notre étude
et qui dit je viens de passer au commissariat et on me refuse et je ne peux pas déposer plainte. Ça, c'est juste totalement inadmissible. Voilà. Lou Baumier, vous nous parliez tout à l'heure du travail, effectivement, du maillage très serré avec les huissiers, entre bailleurs et huissiers. Quelles seraient, selon vous, des pistes d'amélioration? Est-ce qu'il y a des points, enfin, vous pouvez rester ou partir. Ah, le micro. On est bien là. Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration? On est là en formation pendant 2 jours. D'abord, bien sûr, il y a la conception et l'accompagnement dans tout ce qui relève du champ de la formation, que ce soit de la formation des personnels des bailleurs qui interviennent dans le cadre de tout ce qui est engagement de proximité, peut-être aussi dans les équipes des cabinets chez vous. On a, dans les autres pistes d'amélioration, je pense que j'ai eu un débrief hier sur la plateforme Médicis, par exemple, où on favorise l'accès au droit par la médiation, et apparemment, il y a encore assez peu de retours. Les gens ne s'approprient pas encore cette plateforme quand ils ont des revendications à faire. On parlait des plaintes à l'instant, les dispositifs qu'on peut concevoir autour de l'anonymisation des plaintes. Alors, ça concerne les violences faites aux femmes, mais ça concerne aussi toutes les violences générées par le trafic de stupéfiants, où les gens n'osent pas porter plainte, de peur de représailles. Et parce que les familles sont prisonnières dans un certain nombre de logements, et parce qu'il y a une loi du silence qui s'impose comme une chape de plomb. Et donc, ce sont des pistes sur lesquelles, ce sont des dispositifs qui sont relativement nouveaux, qui méritent à être connus, et sur lesquels on peut travailler pour leur donner davantage d'efficacité, davantage d'accessibilité. Parce que les gens ne connaissent pas leurs droits, parce que quand on est dans des milieux qui n'ont pas eu cette éducation ou cette culture générale juridique ou même cette culture de l'opinion ou du débat, eh bien, on reste assez loin et assez distant de toutes ces règles. Et quand on voit un papier, bien souvent, ça suffit pour accrocher. Peut-être en écoutant simplement en écoutant les interventions de ce matin, je me disais, quand on voit que des classes moyennes, voire moyennes supérieures, souffrent aujourd'hui de phobie administrative, il faut se rendre compte que dans les gens qui n'ont pas la capacité ou qui ne fréquentent pas de manière quotidienne les éléments de procédure, les papiers, les relances, ça peut être de loyer ou autre, eh bien, quand les papiers s'accumulent dans les boîtes aux lettres, ils ne n'ouvrent même plus les boîtes aux lettres. Simplement, je voudrais, et c'est effectivement ce petit guide est venu, on l'a évoqué l'année dernière, grâce au travail d'Arnaud Barbet, ici présent au fond de la salle, mon cher Arnaud, qui est là. Donc il y a eu un gros travail de terrain, il a fait remonter au national, et ce qui a fait cet accord signé avec ESH. Je voudrais juste vous faire comprendre, c'est un travail de fond. C'est-à-dire que on a mis 3 séances à peu près de 2 heures pour relire et regarder avec l'ensemble de ton bureau. Et je dois dire qu'au tout départ, j'étais pas forcément perçu, et ceux qui ont travaillé également dessus, Éric Piquet a également travaillé dessus, j'étais pas forcément perçu comme le bon intervenant dedans. Et on voulait me changer tel mot par rapport à tel mot, parce qu'en fait, on pense que l'huissier de justice est plus méchant, exécutant, expulsant, et moins protecteur des droits. J'ai juste fait comprendre, et 6 heures de travail ont réussi à j'espère, les convaincre. Mais voilà, on fait un travail de fond. Si notre métier, on n'est pas capable de descendre, parce que ce n'est pas le tout, de procéder des expulsions, de signifier, et on a beaucoup d'autres domaines, et notamment des constats en matière de travaux qui ne sont pas faits. Je vous rappelle la responsabilité pénale et correctionnelle des chefs d'établissement qui, sur une tour, n'ont pas révisé 3 chauffe-eau, n'ont pas pu remettre aux normes l'électricité. Si la tour brûle, ils sont en tôle. Ils ont besoin de nous pour procéder à des constats, ouvrir les portes, procéder aux réparations. Et si on montre effectivement notre disponibilité, mais qui sont là, qui sont du constat cash, hein, c'est du business, on est aussi là pour que l'ensemble des consoeurs et des confrères vivent correctement, eh bien, on intervient, on a une utilité, et derrière, on peut évoquer d'autres choses de recouvrement, notamment du recouvrement amiable. Je crois que c'est se mettre à disposition, penser que nous ne sommes pas indispensables, mais tenter de se rendre indispensables en comprenant
la difficulté, le désir et là où est le besoin de nos co-contractants. Voilà, c'est vraiment ça, et c'est tout l'intérêt des ateliers et le fait de travailler ensemble, parce que quand on va sortir d'ici au bout de 2 jours avec cette philosophie, on en ressort beaucoup plus riche. Et pour compléter simplement, c'est dans une société où tout s'automatise du fait de la numérisation, il y a une exigence d'autant plus forte à l'endroit des professions de proximité pour apporter des solutions plus individualisées, plus personnalisées et plus appropriées aux besoins des uns et des autres. Merci. Alors, ce petit guide a été, je reste très factuel les 30 secondes, il a été adressé à l'ensemble des adhérents de l'Union à jour de leur cotisation. Je peux vous le dire, c'est moi qui les ai mis sous enveloppe, parce qu'on n'a personne pour faire le petit travail, donc je l'ai fait, je l'ai envoyé à chacun. Si vous souhaitez le recevoir, bien évidemment, il suffit d'adhérer pour 180 € TTC, ben vous pouvez recevoir ce petit guide. Et après, travailler avec combien d'établissements ? 240 établissements. Voilà. Donc, à la fois, il y a une utilité publique. 700 à 800 établissements. Voilà. Et à la fois, il y a un petit peu de business à faire. Voilà. Merci Patrice. Sonia, vous vouliez ajouter ? Oui, et pour mieux connaître l'association, on peut aussi se retrouver dans un lieu très sympa, chez Fauchon à Paris. On fait un gala de charité le 21 novembre, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou via Alexis. En tout cas, ça me ferait plaisir de vous revoir dans ce cadre et de vous recevoir parmi nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Restez en place. Je voudrais juste voir est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport aux interventions de nos invités. Vous vouliez ajouter un point, Boumier ? Pas de questions. Alors, on va passer à la suite. Merci à tous les deux et nos participants. Merci à Patrice également. Les participants à ces universités, cette université d'été, vont vous rejoindre cet après-midi dans les différents ateliers. Alors, nous avions prévu une intervention de Jean-Louis Borloo, ancien ministre d'État, dans notre assemblée. Malheureusement, il est retenu au Maroc, mais il tenait à être des nôtres, donc il nous a enregistré un message vidéo dont certains d'entre nous dans cette pièce ont eu la primeur. Et je pense que ce message vous fera un effet assez important. Donc, Jean-Louis Borloo n'est pas avec nous, mais je pense qu'il va marquer la journée quand même. On découvre son message. Merci.